Cette invitée, c'est Charlotte Daman. Bonsoir. Bonsoir. Charlotte Daman, vous avez été assistante parlementaire au Parlement européen, ensuite conseillère, chef de cabinet du secrétaire d'État français auprès du ministre de la Défense, Kader Arif. Vous avez travaillé plusieurs années sur ces accords multilatéraux. Et au moment où l'Union européenne et les États-Unis négocient assez discrètement, d'ailleurs il faut le dire, le fameux TTIP ou GMT, le grand marché transatlantique, en français, vous venez de publier aux éditions Icari « Pourquoi Bruxelles brade l'Europe ?» sous-titré « Décrypter l'accord transatlantique ». C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Un traité qui est en négociation depuis des années, je le disais, déjà d'ailleurs sous d'autres formes dans les années 90, et puis à nouveau officiellement depuis 2013. Alors l'objectif affiché de ce TTIP, c'est, je cite, développer, c'est sur le site de la Commission européenne, développer le commerce et les investissements entre les deux continents, doper la croissance et créer des emplois. Alors quand on a des objectifs comme ça devrait faire l'unanimité. On se demande pourquoi le traité n'est toujours pas signé. Oui, vous avez raison, les objectifs sont tout à fait louables et il y a alors, des droits de douane qui sont déjà assez réduits, on est de l'ordre de 2-3% entre l'Union européenne et les États-Unis, mais des potentialités réelles, notamment sur les marchés publics. Les États-Unis sont plus fermés qu'on le croit. C'est vrai que souvent on a tendance à présenter les économies occidentales, en particulier américaines et européennes, comme des économies libérales, ouvertes au libre-échange. Mais en fait, quand on regarde de plus près, l'économie américaine en particulier est une économie assez protectionniste. Absolument. Il y a eu un revirement de la part des Américains qui ont pris conscience depuis quelques années de la nécessité de protéger davantage leur marché, notamment sur les marchés publics, mais aussi sur toute une série de domaines où ils n'hésitent pas, quand bien même le contexte ambiant est celui d'une libéralisation croissante, à faire valoir leurs intérêts. Donc ils protègent en fait à ce moment-là leurs propres producteurs américains. Mais alors, on peut se demander, alors qui est fondamentalement en faveur de ce traité? Qui a intérêt? Qui en veut le plus en fait? L'Union européenne ou les États-Unis? Je pense que les États-Unis ont un intérêt offensif dont je ne sais pas s'il est plus fort ou moins fort que l'intérêt européen, mais en tout cas, il est plus clairement affirmé. Les acteurs économiques américains font bloc aujourd'hui derrière leur administration, alors que côté européen, on a beaucoup plus d'hésitation et une difficulté à élaborer une ligne commune à 28 avec des intérêts et des lignes rouges différents d'un pays à l'autre. Alors, officiellement, c'est la Commission européenne en fait, qui négocie pour l'Europe. Mais vous dites qu'en fait, derrière la façade de la Commission européenne, les Européens sont très divisés. Absolument. On a de nombreuses lignes de fracture. On a des lignes de fracture nord-sud avec des pays du sud, et j'intègre la France là-dedans, qui va tenir à son agriculture, un attachement aux normes sanitaires, à l'automobile plutôt sur des petites cylindrées, alors que les grosses cylindrées allemandes ont des intérêts différents à l'exportation. Donc globalement, les pays du sud seraient plus défavorables au traité, les pays du nord plus favorables? C'est une tendance qu'on a pu observer sur les accords précédents, avec une nouveauté cette fois-ci qui concerne l'Allemagne, qui est plus réticente que précédemment. Alors vous avez parlé des services publics, c'est un traité qui pourrait menacer le service public à l'européenne, s'il existe d'ailleurs? S'il existe, vous avez raison. Le service public à la française, c'est quelque chose dont on parle très, très fréquemment, mais qui n'a pas de traduction européenne. L'expression même n'existait pas en anglais, et les Américains ont, eux, une conception du service public qui est totalement différente, et ça ne les gêne absolument pas d'avoir des acteurs privés qui interviennent dans le domaine de la santé, du scolaire, de l'accès à l'eau, sur une vision qui est très différente de la vision européenne. Alors justement, les opposants à ce traité transatlantique disent que le traité pourrait menacer, vous y avez fait allusion, l'alimentation, la santé, on pense par exemple aux OGM, à l'environnement des Européens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des menaces qui pèseraient sur tous ces domaines? Il y a de toute façon une vision du monde qui est totalement différente entre les États-Unis et l'Europe. Ça vaut par exemple sur le principe de précaution, qui est un élément fondamental en Europe et qui aux États-Unis n'a pas du tout la même valeur. On commercialise d'abord et on voit s'il y a un souci après, alors qu'en Europe, on veut pouvoir retenir un produit si on estime qu'il est dangereux. On le voit sur les produits chimiques, où on a la directive REACH côté européen qui interdit plus de 1300 substances chimiques en Europe. Il n'y en a que 11 aux États-Unis qui le sont. Il y a la menace des OGM.
On parle aussi des perturbateurs endocriniens qui sont un élément important et la Commission européenne a déjà repoussé à 2017 l'élaboration d'une réglementation européenne sur ce sujet-là parce qu'on négocie le TTIP et on veut attendre que les choses avancent. Donc la menace n'est pas infondée. Et si le traité était finalement ratifié par les deux continents, tout ce que vous venez de dire serait, je dirais, aggravé dans le sens américain du terme, c'est-à-dire que ce serait les États-Unis qui imposeraient leurs normes à l'Europe ? Ils n'imposeraient peut-être pas tout. Il ne faut pas être à ce sujet-là totalement catastrophiste. Les OGM, si la Commission européenne fait bloc, et je pense qu'elle va le faire, et maintiendra une interdiction, elle sera maintenue. Mais en matière agricole et d'élevage notamment, les Américains n'hésitent pas à utiliser les antibiotiques de manière intensive. La ferme des 1000 vaches qui fait débat en France, aux États-Unis, on a des élevages à 10 000 ou 20 000 bestiaux. Ferme, Donc on a une qualité de viande qui est absolument incomparable. C'est pas les OGM, mais ça se joue sur notre santé aussi. Alors on entend souvent le reproche qui est fait à la Commission européenne de négocier avec un manque de transparence, dans une discrétion exagérée, si on peut dire. C'est un reproche justifié ? Oui, là pour le coup, ça fait vraiment l'unanimité, non seulement au sein de la société civile, mais auprès de plus en plus de responsables politiques qui ont interpellé vivement la Commission européenne pour avoir plus de transparence. Ça avance petit à petit, mais aujourd'hui, par exemple, les députés européens n'ont pas le droit d'assister aux sessions de négociation. Alors qu'ils sont censés, ils vont devoir ratifier le traité. Ils vont devoir dire oui ou non à la fin, sans pouvoir changer une virgule. Un oui ou non, qui devra être étudié en toute fin de processus. C'est peu en termes de transparence. Quand on reprend le titre de votre livre, « Pourquoi Bruxelles brade l'Europe ?» vous répondez à quoi, comment en quelques mots ? Pourquoi Bruxelles braderait-elle les intérêts de l'Europe au bénéfice des États-Unis ? Quand on cède un bien en dessous de sa valeur réelle, on le brade. Ça ne veut pas dire qu'il y a un grand méchant loup européen, un complot, une volonté de nuire. Je pense que la Commission européenne fait ce qu'elle peut, mais elle est aussi dans la continuité d'une politique commerciale qui dure depuis des dizaines d'années. Elle fait ce qu'elle a toujours fait. Et dans cet accord américain, il y a des choses qui se sont retrouvées dans des accords précédents. Donc elle fait bien, elle fait du mieux qu'elle peut. Mais il y a, je pense, un manque de définition d'une vraie politique européenne assumée. Quand vous dites dans la continuité d'une politique commerciale, vous sous-entendez une politique commerciale libérale, voire ultralibérale. Et ce serait un peu un test d'un rapport de force entre les libéraux et ceux qui sont partisans de régulation dans l'économie ? Absolument. C'est ça l'enjeu ? On est aujourd'hui dans un contexte international qui est inédit. On a un blocage total des négociations à l'OMC. Ça n'avance plus. L'Organisation mondiale du commerce, donc qui est censée être un organisme multilatéral, ça ne marche pas ? Absolument. La priorité européenne est censée être celle de faire avancer au niveau mondial les négociations. Et ces négociations doivent être au bénéfice, c'est la grande nouveauté, y compris des pays en développement, de tous. Aujourd'hui, ça ne marche pas. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et on développe, il y a une expression qui évoque le bol de nouilles. Des accords bilatéraux qui se multiplient, qui s'enchevêtrent. On ne comprend plus rien. Et on ne comprend plus rien. Demain, si l'accord avec les États-Unis est conclu, c'est 820 millions de consommateurs, c'est la moitié du PIB mondial. C'est des règles qui s'appliqueront de fait à tout le monde. Alors, il y a un point très important au-delà des échanges commerciaux, c'est la question du règlement des litiges entre les entreprises et les États. Alors, ce seraient des litiges qui seraient, dans le projet actuel, réglés par une juridiction privée. Par exemple, si une entreprise américaine s'estime lésée par une loi européenne, elle pourrait porter ce litige devant un arbitrage privé. Et ça, apparemment, les Européens n'en veulent pas, à juste titre. Oui, à juste titre, c'est une dimension extrêmement importante et qui suscite de vives réactions, notamment chez les Allemands, puisque eux ont eu des cas très précis d'entreprises étrangères qui attaquaient l'État allemand. Oui, parce que ça existe déjà. Donc, il y a plein de traités bilatéraux où il y a ce genre de clauses. Absolument. Il y en a déjà à peu près 1200 en Europe, conclus par des États européens entre eux ou avec des pays extérieurs. Pourquoi celui-ci serait plus dangereux que les autres ? Alors, il est plus dangereux, il est surtout moins justifié. Il faut revenir un peu à ce qu'est la logique initiale de ces accords. Ils ont été développés pour permettre à des entreprises occidentales d'investir surtout dans des pays africains, et c'était des entreprises pétrolières, pour avoir une sécurité juridique
qui faisait défaut en Afrique. Qui faisait défaut en Afrique. Ouais. Et aujourd'hui, on propose ça dans une relation avec les États-Unis. C'est très difficile de comprendre. On a deux systèmes juridiques qui sont parfaitement transparents, indépendants, qui fonctionnent bien. Quel est l'intérêt d'aller mettre en œuvre ce genre de protection qui se font la plupart du temps au bénéfice des entreprises et contre les États? Alors la Commission, justement, propose un moyen terme et parle aujourd'hui d'une cour de justice spéciale avec des magistrats professionnels. On peut y croire? C'est un moindre mal, mais ça reste très difficile à envisager. On ne comprend pas pourquoi un État qui adopterait une législation pour faire progresser le bien-être de la société pourrait être attaqué par une entreprise étrangère, alors que l'entreprise nationale, elle, a à se soumettre de fait à la nouvelle législation. Alors, Charlotte Daman, les États-Unis, en tout cas surtout eux, espèrent finir ces négociations avec l'Europe avant les élections présidentielles de novembre. Ça vous paraît réaliste comme calendrier ? Très peu. Ouais. Très peu, d'autant que les négociations sont menées de telle manière qu'on laisse les sujets les plus polémiques pour la fin. Là, en l'occurrence, c'est l'agriculture et c'est les marchés publics qui ne sont pas du tout touchés aujourd'hui et qui seront traités dans les prochains rounds. Alors que c'est sur ces sujets-là, l'agriculture qu'on doit défendre notre modèle et les marchés publics qu'on a un intérêt offensif. Et que l'opposition se fait de plus en plus forte au sein même de l'Union européenne et du Parlement européen en particulier. Oui. Ouais. Je pense que si l'accord est bouclé avant la fin de l'année, il sera plus bâclé que bouclé. Oui, et s'il est présenté dans l'état actuel, il sera refusé par le Parlement européen. Il y a beaucoup de chances. C'est possible. Ouais. Merci beaucoup, Charlotte Daman, pour mieux comprendre ce qui se passe, les enjeux de ce traité transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. Je renvoie à votre livre « Pourquoi Bruxelles brade l'Europe ?» On n'a pas pu parler de tous les chapitres, il y en a encore d'autres très intéressants. Donc aux éditions Ikari. Merci d'être venu à Paris pour nous en parler. Merci beaucoup. Merci à vous.